bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre VLIL avec deux autrices ce soir. Et on avait déjà reçu Anouk une première fois, voilà, il y a déjà très longtemps, pour son premier ouvrage Félix Silvestris. Et ce soir, on a donc la chance de la recevoir pour son deuxième ouvrage Copeaux de bois qui est sorti le 17 août dernier. Et ensuite, on a évidemment Michel Cohen pour la rédactrice, qui, elle, son livre est sorti un petit peu plus tôt dans l'année, le 9 mars. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé aussi de vous réunir toutes les deux pour ce genre si particulier qui est l'autodocumentaire. On parlera peut-être de cette sémantique aussi qui est peut-être un petit peu nouvelle, en tout cas rare en littérature et en rentrée littéraire encore plus. Mais j'aimerais évidemment remercier Jérémy M, l'éditeur des éditions du Penseur qui publie ces deux ouvrages. Je ne pense pas qu'il soit encore là, mais on verra tout à l'heure s'il sera là. J'aimerais vous poser déjà une question, plusieurs questions communes à toutes les deux, parce que vos ouvrages sont évidemment différents, c'est une évidence, mais ils regroupent quand même des points communs et convergent sur différentes choses. Et la première, c'est ce genre d'auto-documentaire, mais aussi votre style, votre forme, la forme que peuvent prendre ces deux livres, qu'on pourrait désigner comme déstructurés pour toutes les deux, peut-être, on en parlera tout à l'heure. Euh, Ils sont aussi engagés, ils sont engagés humainement, ils sont engagés parfois politiquement. J'aimerais savoir en quoi ce genre littéraire vous a euh, donné une certaine appétence. Pourquoi ce genre littéraire s'est offert à vous aujourd'hui pour écrire ce roman? Alors, roman, ce n'est pas forcément le mot qui convient d'utiliser, et pourtant ça se lit, vos deux livres se lisent comme des romans, et c'est ça qui est très intéressant aussi. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment est venu l'autodocumentaire à vous. Allez, commençons par Michel. Comment? À vrai dire, vous parlez du genre documentaire comme si c'était un genre qui existait. Mais il n'existe pas. Moi, je sais que j'ai écrit des trucs et puis c'est à la fin que je me suis dit, est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est pas vraiment? Est-ce que c'est des récits et tout ça? Et je trouvais le terme d'autodocumentaire tout d'un coup plutôt satisfaisant. Parce que c'est vrai que c'est pas de l'autofiction, c'est pas de l'autobiographie, il y a du biographique, mais je raconte des trucs et en même temps, ça documente sur des univers que j'ai traversés. Donc, c'est en ça que... mais a priori, c'est pas un genre euh, officiel, c'est pas un genre institué. Et je crois que Jérémy a accepté ce terme et je crois qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, je sais pas, Anouk, pour toi, mais est-ce que c'est quelque chose, tu t'es pas dit, je vais faire un autodocumentaire ou est-ce que c'est venu après? Comment c'est venu pour toi? Comme toi, c'était pas du tout préformulé. D'ailleurs, c'est un mot que je découvre là récemment, l'autodocumentaire, qui d'un côté me convient parce que, bon, effectivement, il parle de ce qu'on fait. J'ai aussi une réserve parce que j'ai l'impression que l'autodocumentaire peut laisser croire que qu'on est le propre sujet du documentaire. Or, je pense l'une comme l'autre, c'est pas Ah que oui, ça. En tout cas, c'est pas dans l'envie oui. de se raconter soi, mais plutôt l'envie de raconter un métier, peut-être une zone sociale, voilà, un corps de métier. Donc voilà, j'ai une petite réserve sur ce terme. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mots qui correspondent exactement. Comme toi, moi, je me disais bon, peut-être récit. Pendant longtemps, moi, j'ai appelé ça poésie documentaire. Voilà, pourquoi pas. Et je me suis rendu compte que le livre de Joseph Pontus à la ligne avait été catégorisé roman. Et donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que j'écris un roman parce que c'est un peu une forme similaire. Alors, bon, moi, j'ai pas de problème en soi avec le roman dans le sens où de toute façon, on y fait bien très ce qu'on veut et c'est ce qui se voit le mieux en librairie. Alors, tant Voilà. mieux. Euh, Je suis d'accord. Je crois aussi que finalement, roman, c'est commode. Parce que même si on a l'impression peut-être et l'une et l'autre que c'est pas tout à fait ça, c'est quand même bien de pouvoir le mettre dans cette catégorie-là, je crois.
finalement, avec ce style-là, avec cette narration-là aussi, vous avez pu, entre guillemets, écrire tout ce que vous vouliez. Parce que, par exemple, Michel, on sent que vous vous êtes éclaté à faire ce livre-là. Et Anouk, c'est exactement la même chose, notamment à travers différentes d'autres choses. C'est l'ironie, l'humour aussi, mais en même temps, le côté extrêmement politique et extrêmement engagé que vous avez choisi d'aborder. Est-ce que finalement, ce genre-là, c'est pas le meilleur compromis pour écrire tout ce que vous vouliez en réalité écrire? Anouk ou... Bon, tu peux y aller, Michel. Non, c'est comme tu... Alors, moi, t'es sûre tu vais. Oui, vas-y. Écoute, moi, ce qui était bien pour moi, c'est d'écrire par fragments. Mon livre est composé de fragments, dont certains ont 4 lignes et d'autres 20 pages. Et donc, déjà ça, c'est une grande liberté. Et ça me permet d'aller où je veux. Ça, c'est bien déjà, le fragment. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai composé le livre un peu comme on fait un montage de cinéma, en essayant précisément de constituer un récit à partir des fragments, de faire du continu à partir de discontinu. Et à ce titre, oui, j'ai l'impression d'avoir été, que cette forme fragmentaire et de montage m'a permis d'aller où je voulais, en gros. Oui, c'est de grande liberté. J'aurais été très embêtée d'avoir à écrire des choses dans la continuité, même s'il y en a. Je finis par classer les choses quand même, il y a un ordre. Mais oui, grande liberté et finalement grand plaisir. Bon, moi, pareil, concernant le fragment, c'est la forme qui de toute façon me convient le mieux quand j'écris depuis toujours. Et c'était déjà le cas dans mon roman précédent, Félix Silvestri, c'était déjà très découpé. Là, ce qui est différent, c'est que je suis vraiment, c'est peut-être aussi ça le genre dans du journal, en fait, journal intime, euh, journal intime documentaire. Et donc, en fait, ça suit, moi, ça suit une chronologie. Et puis l'écriture en vers libre, c'est en fait mon écriture par défaut. Quand je prends des notes, quand j'écris vaguement de la poésie. En tout cas, c'est comme ça que j'écris. Donc finalement, c'était pour moi, oui, le plus simple. Et en effet, ça permet moi, ça me permet au sein d'un même texte de mélanger différentes voix, ce qui était très important là, pour ce projet-là. Et puis voilà, ensuite, moi, c'est au fil des saisons, donc ça correspondait bien aussi à mon histoire parce que je parle de forêt, donc je parle de cycle naturel. Et voilà, il me fallait cette chronologie. Moi, j'aime beaucoup le vers libre dans ce que tu as fait. Je trouve qu'il autorise beaucoup de choses. Il autorise un ton, il autorise, par exemple, quand les ordres qui sont à rythme, il autorise. Et puis, d'habitude, on écrit en vers. La poésie, ça renvoie à des choses plutôt douces, plutôt, je dis impensif, hein. Mais là, tout d'un coup, faire de la poésie pour faire parler ces mecs aussi virils, de tronçonneuses, de tout ça, c'est formidable, je trouve. Merci Michel. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ces vers libres. C'est bon, pour une poésie, si on veut, c'est aussi ces voix-là comme ça, avec très peu de ponctuation, pas de majuscules. Ça peut ressembler aussi à une partition théâtrale, en fait, avec des monologues simplement des voix qui se mélangent les unes aux autres. Mais oui, en tout cas, je te le conseille, Michel, pour ton prochain livre. Je crois pas. Non, mais et puis ce qu'il y a de bien, c'est que les vers sont souvent, la plupart d'entre eux sont courts.
Et oui, ça donne un rythme. Et puis d'associer des vers à de la parole et pas de l'écriture, c'est aussi ça qui est, je trouve, très intéressant. Aussi, c'est évidemment l'apprentissage. Et ça, c'est plutôt intéressant de savoir que des écrivains peuvent et sont encore capables d'apprendre. Et ça, c'est plutôt rare aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on lit la plupart du temps des interviews d'écrivains. Vous vous êtes mis en danger aussi, toutes les deux, par cette capacité d'apprentissage. D'un côté, pour Anouk, évidemment, là, ce sont l'apprentissage de la forêt, du bûcheronnage et de tout ce tout ce qui s'entoure. Et Michel, c'est du côté de l'écriture, et on reparlera évidemment beaucoup ensuite. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans le fait d'apprendre et dans cette volonté-là également d'en faire un livre ensuite? Parce que les deux ne sont pas forcément si liés que ça, évidemment. J'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse un apprenant à écrire ensuite. Oui, en fait, c'est un peu du méta-roman d'apprentissage, quoi. On raconte comment on s'y prend pour apprendre. Euh, bon, concernant l'apprentissage au niveau 1, pour moi, c'est un peu le but, enfin, mon fil directeur dans la vie, quoi. Je pense que je ne tends qu'à ça, apprendre des choses au fur et à mesure, de toutes sortes. Euh, voilà, bon, j'ai simplement donc suivi mon désir et je l'ai raconté. Après, moi, ce qui m'intéressait du point de vue forestier, en racontant la manière dont c'est enseigné, et ben ça dit quelque chose aussi. Ça parle beaucoup de ce qu'est la filière bois. Et c'est une formation traditionnelle que j'ai suivie. Il existe d'autres voies alternatives que je fréquente d'un peu plus loin, mais des écoles type les Renardes, qui sont des groupes de femmes qui se forment à la charpente, entre femmes dans plein de chantiers participatifs de partout en France. Bon, ce genre d'alternative existe. Moi, cette voie traditionnelle me permettait d'entrer de plein pied dans le milieu et d'entendre les discours sur la forêt. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Euh, et puis le fait, bien sûr, d'apprendre physiquement les choses aussi. Euh, donc j'ai l'impression que c'est une position qui en dit beaucoup sur le milieu qu'elle raconte. Et j'ai l'impression pour toi, Michel, que c'est un peu pareil. En fait, aussi, la position d'apprenante, c'est la position du questionnant. Donc, ça nous met dans un certain état de naïveté ou de fausse naïveté, mais qui permet aussi de recevoir beaucoup de choses et, euh, et de, et de constater les attitudes des enseignants et des enseignantes et le pouvoir qu'ils ou elles prennent, plus ou moins, selon les personnalités. Euh, ouais, c'est un. Enfin, c'est vrai que j'avais pas moi, réfléchi, enfin, je m'étais pas dit vraiment j'ai envie d'écrire un livre sur ce qu'est l'apprentissage. Mais par contre, voilà, ça permet de raconter ces relations de pouvoir aussi qui se créent à ce moment-là et qui ensuite conditionnent les personnes dans leur carrière parce qu'il y a aussi dans l'apprentissage des moments joyeux, mais aussi des traumatismes, des choses qui choquent, qui restent, qui marquent. Et voilà, et on est tous et toutes composés de ça. Donc voilà, c'est quand même un moment clé dans l'apprentissage, enfin dans le métier, quoi. Euh, Moi, je sais pas non plus si. Moi non plus, je me suis pas dit je vais faire un roman d'apprentissage, mais euh, ça commence quand même très mal. Je veux dire, ça commence par quelqu'un qui est tellement inhibé, maladroit, qui est pas foutu d'écrire 4 mots, peut-être est-ce que c'est parce qu'elle vient de loin, parce qu'elle n'est pas de française au départ, est-ce que voilà, ça commence par l'histoire d'une inhibition. Ça commence par une réflexion sur une dissertation qui dit votre style est d'une platitude navrante ou gênante. Et donc voilà. Et donc après, bah, comment faire pour. En même temps, il y a quand même un désir d'écrire apparemment chez cette rédactrice.
Et ben voilà, ce que je raconte, c'est combien cette inhibition a été longue, et puis a traversé tous les domaines de sa vie, parce que l'écriture, ça s'immisce dans tous les domaines de la vie, professionnel, amical, amoureux, tout ce que vous voulez. Et puis, comment petit à petit, finalement, cette personne, euh, au travers de la radio, essaye par des chemins de traverse, pas en prenant pas les choses de front. La radio, c'est du son. Voilà, elle commence à voir que écrire, c'est composer en radio avec des bruits, des sons, et puis elle se retrouve tout d'un coup dans la publicité, où là, vraiment, elle apprend à écrire à coups de pied au cul. Euh, et je crois que, au fond, maintenant, je pense que ça doit concerner beaucoup de gens, cette difficulté à écrire, cette honte presque, cette peur que j'ai vraiment vécue. Et puis après, petit à petit, avec la pub, j'ai commencé à plus avoir peur, et même à devenir relativement habile. Et jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que l'habileté, non, c'est pas l'habileté qui fait les écrivains. C'est pas la virtuosité qui fait les écrivains, c'est autre chose. Donc, toute la question, c'est est-ce qu'en écrivant un livre sur ça, je faisais œuvre d'écrivaine ou pas? Personne d'ailleurs, Michel. Ça m'amuse. Ça m'amuse, c'est un personnage au fond, c'est mieux. Ok. Alors, vous avez bien fait le lien justement pour ma prochaine question, puisque je vais citer une phrase de chaque ouvrage qui vous lie concrètement sur le rapport à l'écrivain. Là, c'est une phrase d'Anouk. Mon éditeur m'annonce qu'on a reçu les livres et qu'ils sont très beaux. Alors, ça y est, je suis vraiment écrivaine. Et chez Michel, qui cite Shirley Goldfarb, Mademoiselle, êtes-vous écrivain? Les gens me demandent cela assez souvent parce que j'écris dans un cahier et je dis non, je ne suis pas écrivain, mais j'écris. Est-ce que vous différez justement sur cette notion, sur cette matérialisation du livre? Est-ce que finalement être écrivain, c'est avoir ce livre entre les mains ou au contraire, est-ce que c'est simplement écrire? Bah, l'objet, c'est une instance de légitimation assez forte et marquante, mais il y a plein d'étapes marquantes, hein. Il y a l'étape où on finit l'étape où on commence à écrire, quand on le finit, le manuscrit, quand on l'envoie, quand il est reçu, lu. Bon, il y a plein de moments comme ça, on peut se dire, bon, bah, ça y est, là, je suis en train de devenir écrivaine. Euh, mais bon, moi, je crois surtout, comme pour n'importe quel métier, en fait, que c'est le fait de le faire quasiment quotidiennement, quoi, qui fait le métier. Là, dans cette citation, bah, c'est ce que j'ai ressenti dans un moment où bah, j'avais déjà commencé ma formation en bûcheronnage et j'avais ce rappel que, ah oui, au fait, je suis écrivaine, enfin, j'ai écrit un livre avant ça. Et voilà, c'était comme un, un petit un petit choc joyeux. Et puis, bon, moi, j'ai pas de problème à me dire écrivaine ou autrice, parce il faut bien dire quelque chose quand on nous demande ce qu'on fait, puis c'est ce qui me paraît être le plus juste. J'ai un peu plus de mal d'ailleurs, je ne le dis pas, à me dire bûcheronne, parce que je ne l'exerce pas professionnellement. Je peux le faire, mais ce n'est pas devenu mon métier, dans le sens où je suis pas ni salariée, ni patronne de moi-même. J'ai pas de responsabilité. Voilà, donc socialement, je ne me suis pas engagée en tant que bûcheronne, tandis que socialement, je suis engagée en tant qu'écrivaine. J'ai l'impression que pour moi, c'est ça qui me définit aussi, c'est que je peux l'être aux yeux d'autres personnes aussi. Donc, écrivaine plutôt que bûcheronne. Dans les faits, ouais. Alors, je me souviens. Ah oui, oui, non, c'est sûr que le livre, c'est important. Et moi, je m'en fous. Comment? C'est votre premier roman Oui, pour oui, c'est mon premier livre. Et j'avais envie
vraiment j'avais envie de choses très concrètes, matérielles, qu'il y ait des pages qui s'accumulent, qu'il y ait des, un manuscrit, qu'il y ait des enveloppes pour envoyer aux éditeurs. J'avais envie que ça soit très concret. Après, il y a toutes les rapports avec les éditeurs qui sont quand même. Moi, j'ai eu Anouk, elle avait déjà publié un livre chez le Penseur, moi non. Et donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont refusé ce manuscrit. Et donc, le rapport avec le Penseur, ça a été assez merveilleux parce qu'au fond, il a réussi, il a reçu mon manuscrit et il m'a appelé avant de l'avoir fini. Et il était dans un train, il était en train de lire, il m'a demandé si on pouvait se voir. On s'est vu le lendemain matin, il a fini le livre en même temps qu'on prenait le café. Et il y avait une espèce d'enthousiasme et de générosité formidable. Et donc, oui, ça a été un moment pour moi et une rencontre très bonne. Sinon, être écrivain, je ne suis pas à la recherche d'un statut. Au fond, je m'en fous de ce que je suis, si je suis écrivain ou pas écrivaine d'ailleurs. Ou pardon, pardon, Anouk, je suis d'une génération antérieure où on dit encore écrivain au lieu d'écrivaine. Mais ça m'est, je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas un statut, vous voyez, social. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. C'est bon, Michel. Vous écrivez également, ou la rédactrice écrit, je ne sais pas, il en a été ainsi, inhibition et manque de grâce, jusqu'à ce que je découvre que l'on peut écrire avec autre chose qu'avec des mots sur du papier. Est-ce que, avec quoi on peut écrire? Alors, À vrai dire, je pense on peut écrire avec tout. C'est-à-dire que là, à l'endroit du livre où c'est pour après passer au fait que j'ai travaillé à la radio et que j'ai appris vraiment. Je crois que j'ai appris avec le montage, j'ai appris l'écriture radiophonique, mais d'une certaine façon, c'était un début d'apprentissage de l'écriture tout court. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met d'abord, qu'est-ce qu'on met après, quels sons, quel discours, comment on associe les choses et tout ça. Enfin, c'est de l'écriture. Mais quand je brode, par exemple, c'est aussi de l'écriture. Quand j'ai fait des films, des films documentaires, etc., et c'est aussi de l'écriture. Vous voyez, j'ai l'impression, si vous voulez, j'ai toujours fait, c'est mon premier livre, mais en un sens, j'ai fait des tas de trucs sur des médias chaque fois différents. Radio, film, broderie. Et au fond, en écrivant ce premier livre, j'ai pas eu l'impression de faire autre chose que ce que je fais toujours, c'est-à-dire composer quelque chose euh, et essayer de faire un récit à partir d'éléments épars. Et oui, on peut écrire, pour moi, je dis pour moi, on peut écrire en mettant en scène une pièce de théâtre, on peut écrire en faisant un film documentaire ou pas, on écrit mais même en composant un repas. Je veux dire, qu'est-ce qu'on met d'abord, qu'est-ce qu'on met après, comment, vous voyez où pour moi, je pense qu'on peut écrire, on écrit tout le temps, et on écrit tout le temps en essayant que ça soit le plus beau possible, le mieux composé possible, le plus juste possible, le plus vrai. Voilà. Oui, oui, il y a des insectes, des typographes qui font ça très bien, sous les écorces, et qui condamnent ainsi les arbres. Donc, c'est une écriture un peu mortuaire. Euh, Bah sinon, moi, c'est vrai que non, je considère pas que que je sois dans une forme d'écriture quand j'abat un arbre ou quand j'en plante un, parce que je suis bêtement attachée à l'activité d'écriture, tout comme à l'activité de couper. Et pour moi, écrire, ça se limite vraiment à mon clavier, quoi, ou à mes carnets. Pour autant,
ayant pratiqué un tout petit peu le documentaire aussi et le montage vidéo, c'est vrai qu'on parle on parle d'écriture au montage, mais c'est un autre type d'écriture qui est en fait de la composition. Et ça, c'est aussi un autre registre d'écriture qui intervient au moment de composer le livre. Et ça, c'est un type d'écriture, en fait, ce qui donne sens aux choses compilées ensemble, qui me plaît beaucoup. Mais en tout cas, en forêt, non, je n'écris pas. Dans le livre directement d'emblée, je suis autrice, j'écris sur les forêts, j'en ai marre de lire des trucs pas précis. Alors je voulais faire un peu de terrain, mettre les mains dans le cambouis, histoire de mieux savoir de quoi je parle. Finalement, est-ce que cette démarche-là, est-ce qu'elle va se perpétuer aussi sur d'autres thématiques, sur d'autres métiers potentiellement? Est-ce que c'est quelque chose qui façonne aussi votre existence? Je pense que ça aurait pu, mais ça serait une autre vie. J'ai cette tentation oui, de me plonger dans différents milieux et j'ai la tentation documentaire en fait en moi très forte depuis longtemps. Et il y a plusieurs sujets qui m'intéresseraient. Euh, pour autant, je ne suis ni sociologue ni anthropologue. Et en tant qu'écrivaine, j'ai aussi d'autres envies d'écriture et qui touchent à différents genres, en fait. Là, le prochain livre que je vais écrire, que j'ai un peu commencé à écrire, est un roman vraiment fictionnel, quoi, pur et dur. Voilà, j'ai envie de ça. J'ai aussi une envie de poésie, un peu plus pure et dure aussi, euh, voire d'essai peut-être un jour, euh, des apostrophes. Donc voilà, en fait, littérairement, je sens que j'ai des envies qui vont déjà m'occuper pendant une dizaine d'années, je pense, au moins. Et, euh, et la tentation documentaire existe, mais je sens que je ne peux pas la réaliser avec ma seule vie. Donc voilà, je laisse le soin aux autres de le faire aussi et je lirai leurs livres avec plaisir. Oui, je veux bien, parce que c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit précédemment aussi, tout simplement par rapport au sujet, le bûcheronnage, a priori, rien de très poétique, en tout cas pour vous comme des mortels, rien de très poétique, et pourtant vous arrivez à en faire quelque chose de poétique. Alors, ma question est peut-être un petit peu naïve, hein, mais comment on fait de la poésie face à un métier voilà, qui, a priori, ne permet pas d'en faire, même si la poésie est partout, hein, et ça, voilà, on peut tous le crier haut et fort, mais malgré tout, je m'interroge, voilà, comment on arrive à faire ça, le bûcheronnage, voilà, autant que vous auriez, je ne sais pas, travaillé en tant que fleuriste, j'aurais compris plus facilement, peut-être. C'était plus évident, mais bûcheronnage, voilà, c'est surprenant. Mais il y a aussi l'action de couper les végétaux chez les fleuristes, finalement, hein. C'est un peu moins impressionnant, mais il y a de la destruction. Euh, oui, pour moi, la poésie n'est vraiment pas une question de sujet. On peut vraiment faire texte de tout sujet, comme on peut faire feu de tout bois, quoique certains bois quand même brûlent moins que d'autres. En tout cas, euh, euh, c'est vraiment je pense, une question de regard et de position. Et comment dire, je pense que. Et puis bon, d'ailleurs, si on veut appeler ça poésie, on n'est pas obligé de l'appeler poésie. Enfin, voilà, c'est un texte. En tout cas, peut-être vis-à-vis de mes camarades qui vivent à la formation au premier degré, souvent dans le but d'ailleurs de retrouver de l'emploi. Euh, Moi, je l'ai vécu à la fois vraiment au premier degré, puisque de toute façon, c'est tellement engageant physiquement le bûcheronnage que je n'avais pas le choix que d'être complètement dans ce que je faisais. Euh, pour autant, j'ai toujours ce petit recul vis-à-vis de ce que je vois. Je pense à une espèce de distance esthétique et puis une attention au discours qui était très forte. Et
donc, je prenais des notes dans mon carnet ou dans ma tête, comme malgré moi, en fait. Mais ça, c'est comme un exercice quotidien dans ma vie depuis longtemps, en fait, que d'avoir ce truc de prendre des notes, quoi. Je tiens des carnets depuis que je suis gamine, quasiment, qui sont pas vraiment des journaux intimes où je raconte mes sentiments, mais c'est beaucoup de choses vues, entendues. Et donc voilà, pour moi, c'est simplement ça. Et puis, ce qui fait qu'on peut nommer ça poésie, c'est peut-être la forme versifiée. Et voilà, des textes, des petites unités, quoi. Mais ça, bon, comme je le dis juste avant, c'est aussi ma forme par défaut. Donc finalement, pour moi, c'est fait de la manière la plus simple possible, quoi. J'ai pas forcé les choses pour avoir quelque chose à raconter. Et c'est difficile de qualifier la teneur poétique des choses, mais j'ai l'impression que c'est à la fois c'est du rythme beaucoup, une question de la versification, et puis du rythme et des images, quoi, et des sons. Michel, je reviens. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était la question, en fait. C'était pour Anouk. Elle était pour Anouk. Pardon, il n'avait pas. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur la quête du mot juste, parce que c'est vrai que c'est peut-être cette quête-là qui traverse tout votre récit, la rédactrice. Qu'est-ce qui rend un mot brillant, Michel? On a l'impression que c'est cette quête constante qui, et vous le dites à un moment donné, qu'est-ce qui rend un mot brillant et comment dire, qui fait disparaître tous les autres de la page, par exemple? Vous l'avez dit avec les lettres. Il y a des lettres, en effet, des consonnes, comme vous le dites, je crois le B, le L, non, pas le B, le L, le P, le K, etc., qui sautent aux yeux directement. Est-ce qu'un mot peut véritablement sauter aux yeux? Vous faites l'éloge de la simplicité de l'écriture constamment, et j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette quête du mot juste. Oui. C'est important pour moi le mot, la justesse, la précision. Je ne sais pas si j'utiliserais brillant, parce qu'en fait, je fais même l'éloge de Lydia Davis, qui est une écrivaine américaine, et qui écrit de la façon la plus plate, la plus terne possible, et qui arrive avec ça à des résultats extraordinaires de cruauté, d'ironie. C'est merveilleux. Bon, je sais, si vous voulez, la justesse, c'est ce qui permet de ne pas écrire de façon superficielle ou euh, même en pub, par exemple, où on est censé, enfin, je veux dire, exagérer, être en poulet, etc. Moi, en faisant ce métier, je me suis rendu compte que plus on est juste et plus on a des chances de toucher quelqu'un. Plus on écrit des choses qui vous concernent même, plus vous racontez même votre vie en pub, et plus vous dites des choses personnelles, et plus vous avez des chances de toucher à l'universel. Et le personnel, il est très simple, il peut être très plat, il peut être, mais on a plus de chances de toucher des gens en disant vrai, en disant des choses vraies. Je me souviens d'avoir fait je parle de pub, je peux parler d'autres choses, mais j'avais fait une publicité pour Ariel à un moment, et c'était sur le petit haut de Lola. Et je disais que grâce à cette lessive, elle allait claque, cette lessive allait donner à son vêtement, elle allait toucher ses copines. J'aurais pu dire elle allait toucher les autres enfants, elle allait je sais pas quoi, enfin, vous voyez, j'aurais pu dire une généralité ou même un truc un peu en poulet ou je sais pas quoi, mais non, j'ai écrit qu'elle allait toucher ses copines de 5e B du collège de la rue de Marseille. Et je pense qu'en écrivant le 5e B du collège de la rue de Marseille, ce qui était vrai, eh bien, j'ai plus de chances de toucher des gens parce que j'étais vraie, parce que je disais des choses justes.
Et c'est ça la justesse. Mais aussi bien pour des textes plus, évidemment pas de pub, plus sophistiqués, etc., ça permet d'éviter le truc en poulet, le poncif, plus on est précis, euh, plus on est juste et mieux c'est. Voilà, c'est ce que je ressens quand j'écris. Qui prend le risque de passer pour de la bêtise. Ah oui, ça, c'est une autre chose, oui. C'est en pub, en fait. C'est que on- les clients qui veulent qu'on parle de leurs produits ont tendance à... Ils ne se rendent pas compte qu'un message publicitaire, ça doit être hyper court, hyper percutant. Et donc, on a intérêt à dire une chose et pas 36. Et là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise sur votre sauce tomate, monsieur le client? Eh bien, qu'elle est délicieuse, qu'elle est faite avec des bonnes tomates qui viennent d'Italie, que c'est une recette ancestrale et que ça permet des bonnes relations entre amis. Des dîners joyeux. Si vous essayez de dire tout ça d'un coup dans une pub, elle va passer comme un bateau dans la nuit. Les gens vont rien retenir. Donc, vous avez intérêt à dire une chose et une seule. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est un long travail d'élaboration avec le client qui, lui, veut absolument dire tout ça et qui veut dire en plus qu'il a une nouvelle recette à l'aubergine qui est vachement bien. Donc, il faut vraiment suivre le client, travailler avec lui longuement pour arriver à déterminer une chose dont il a intérêt à ce que ce soit une chose vraie, unique, qui le distingue des marques concurrentes. Et une fois qu'on a déterminé ça, on dit ça dans la pub et son produit, c'est ça. Et effectivement, on est obligé de ne pas dire tout le reste. Mais c'est en ça que je dis, le simple, c'est un travail d'élaboration qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élaboration. Et qu'on peut, finalement, on peut se dire, bah oui, c'est complètement con. Mais en fait, non, ça demandait beaucoup de travail. L'éditeur est tout trouvé. Ah oui, peut-être. Je ne veux pas non plus croire que vous pensiez que ce livre, c'est un livre de recettes pour faire de la bonne publicité. Hein. Non, il n'y a J'ai une certaine distance par rapport à ça quand même. Oui. Ouais, il n'y a qu'un gros chapitre sur la publicité. Oui, oui. Pour eux, évidemment, puisqu'on voit aussi des slogans extrêmement percutants et le pouvoir de la langue qui est évident et que vous mettez bien en avant. J'aimerais que vous nous parliez toutes les deux de votre travail, de votre manière de tamiser un petit peu les choses, de mettre votre tamis sur toutes les informations que vous aviez récoltées. Parce que Anouk, vous avez récolté beaucoup, j'imagine, d'informations, de carnets. Vous avez dit tout à l'heure beaucoup de carnets noircis. Mais concrètement, comment on arrive à en sortir la quintessence de ce que vous écrivez? Parce que on ne s'ennuie jamais dans vos deux livres, c'est extrêmement rythmé, c'est à chaque fois extrêmement bien senti, tout est percutant. Comment vous travaillez la substance de ce que vous écrivez toutes les deux? Parce que Michel aussi, j'imagine que vous aviez beaucoup de matière. Comment ça a été construit? Est-ce qu'il y a eu des écrits qui étaient dans le passé que vous avez ressortis, comme cet article de la revue que vous avez voulu remettre au goût du jour en enlevant tous les signes qu'on vous avait restreints, que le directeur de publication vous avait dit non, c'est 5000 signes et pas plus. Vous avez voulu le mettre, cet article-là, en intégralité, peut-être pour lui faire un clin d'œil aussi, mais voilà. J'aimerais que vous nous parliez de ce travail qui permet d'avoir aussi à la fin quelque chose d'épuré et de plutôt consistant. Voilà. Anouk. Il y a le travail éditorial en dernier lieu, mais qui est très important. Donc, à partir de la masse textuelle, on a fait un vrai travail d'élagage avec Jérémy, avec Isabelle Opie aussi, qui nous a aidés au travail du livre. Donc, ce travail s'est fait selon des critères de nécessité. Le livre est quand même assez épais. Ça faisait même peur à Jérémy, mon éditeur, au début, que ce soit un livre trop épais qui effraie le lecteur ou la lectrice. Le fait est qu'il y a quand même pas mal de blanc, étant donné que c'est en vert.
Mais en tout cas, il s'agissait d'élaguer. Et en fait, en faisant ce travail, on n'a pas réussi à élaguer tant que ça. On a enlevé certains textes qui étaient un peu redondants. Par exemple, sur la sylviculture, il y en a beaucoup qui revenaient un peu sur les mêmes idées. Alors, on en a enlevé quelques-uns, ou parfois c'était des micro-coupes dans les textes. Donc ça, c'était le travail à la fin pour créer l'unité livre et que les textes puissent parler entre eux. Et moi, au préalable, alors j'ai pris beaucoup de notes, mais aussi à la mesure de ce que je pouvais, parce que quand j'avais une tronçonneuse dans les mains, je ne pouvais pas prendre de notes. Et donc, finalement, c'était beaucoup de notes, mais pas tant que ça. Je les prenais parfois discrètement pendant la journée, rarement, enfin, pendant les pauses parfois, souvent le soir en fait. Et souvent, je notais quelques mots sur mon téléphone. Donc après, à partir de ces mots, j'avais un premier travail de reconstitution de la scène, des paroles qui ont été dites. Et puis c'était aussi, oui, c'était beaucoup un travail de reconstitution. Pour certaines voix, en fait, je les avais tellement en tête, notamment la voix de mon formateur qui prend le nom de Max-Antoine dans mon livre. Fabuleux. Finalement, j'aurais bien pu lui faire dire n'importe quoi. Parce que j'ai tellement sa voix, son phrasé en tête, ses idées, comme je ne sais pas tout ce qu'il pense, mais en tout cas, voilà. Donc j'avais d'abord un travail de grossissement du texte à partir de mes toutes petites notes, et ensuite j'ai eu un travail d'élagage. Et, et oui, bah, le choix s'est fait vraiment avec les textes entre eux, en fait, j'avais envie de raconter quand même le plus de choses possible et de faire vivre mes personnages, faire vivre les endroits où on était. Et donc, c'était à chaque fois essayer de capter le terreau nécessaire pour ça, sans casser le rythme. Et bon, après, le format court des textes aide, je pense, à garder un rythme. Tout comme chez Michel, en fait, la diversité des styles aussi d'un texte à l'autre et le fait qu'il soit coupé permet à chaque fois de redonner vie quand on a des chants d'oiseaux textuels au milieu du livre. C'est à la fois une pause dans la lecture et puis un ailleurs, et puis ensuite on revient à quelque chose de plus intellectuel. Et donc voilà, pour mon livre, je pense qu'on a joué aussi sur l'enchaînement des textes sur différents registres, parfois plus techniques, ensuite des passages un peu plus contemplatifs. Et voilà, c'est surtout un travail de montage, quoi. Sur le sujet ou pas? Non. Alors, ok, Michel, à toi. Euh, c'est un peu petit la question. Sur la masse. Sur la masse. La masse d'informations à collecter et à arriver à en faire un livre qui Oui, oui. finalement est très protéiforme. Et protéiforme Oui, enfin, à une cohérence, j'espère. Je sais oui, pas. bien sûr, bien sûr. Oui. Je ne sais pas trop comment répondre. Je peux répondre comme ça. J'ai commencé à écrire parce qu'un ami m'a dit assieds-toi, écris. Et il m'a dit écris 150 pages. Et je lui dis 150 pages, tu te rends compte, écrire 150 pages, et quoi et qu'est-ce et il m'a dit un truc qui a été très désinhibant pour moi. Il m'a dit on s'en fout de la qualité, il n'y a que la quantité qui compte. Et ça m'a fait un bien fou, c'est-à-dire que je me suis assise et j'ai écrit. Et très vite, le sujet du livre est arrivé. Même, je lui dis, mais sur quoi? Enfin, j'écris, mais ça va venir. Et en fait, le sujet du livre est arrivé tout seul immédiatement. Au bout d'une semaine, j'étais en train d'écrire un livre sur l'écriture. Et j'ai écrit comme ça, je le tenais au courant au fur et à mesure du nombre de pages où j'en étais. On a fait la fête à 50, à 100, et puis à 150, je me suis rendu compte, grande nouba, mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais
ferait un interlignage très serré et qu'en fait, j'avais 275 pages. Donc, j'avais beaucoup de matière. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler. Une fois que j'ai eu ça, c'était comme la masse de ce que j'avais la masse, comme mon panier, je sais pas, le sac. Et, et à partir de là, j'ai mis en ordre. Et puis à partir du moment où on met un texte après un autre, celui qui précède, on va peut-être le couper plus court parce que pour qu'il puisse s'enchaîner mieux avec celui qui vient après. Et puis on va résumer ceci, et puis on va enlever cela, et puis on va se dire que c'est bien si là il y en a un qui a 4 lignes, parce qu'après il y en a un qui est beaucoup plus long. Enfin, et là j'ai vraiment j'ai vraiment commencé à travailler et j'ai eu une version qui en fait n'est pas tellement loin de ce que ça a été à la fin, mais tout de même, une fois que j'ai eu cette version, après il y a eu le Covid, enfin bon, il y a eu des choses comme ça qui m'ont un peu interrompue, mais euh, après j'ai en fait, une fois que j'avais ça, après j'ai énormément travaillé en peaufinage, en réajustement, de façon très méticuleuse en fait. Et, euh, et ça a été fini, j'ai sans cesse corrigé. D'ailleurs, dans mon livre, il y a des moments où j'explique quelles corrections je suis en train de faire, puisque du fait que j'écris sur l'écriture, j'écris aussi sur l'écriture du livre, et donc j'explique comment je corrige le livre. Et du coup, euh, j'ai beaucoup corrigé. J'ai considéré que le livre était terminé quand j'avais plus rien à corriger pour moi. Hein, je veux dire, quand tant que je voyais même une toute petite chose qui n'allait pas, je refaisais des versions. Et une fois que il y a eu un jour où je me suis dit, bon, je vois plus quoi améliorer et sans être prétentieuse, parce que c'était mon sentiment sur le champ. Et là, je me suis dit, voilà, c'est fini. Et après, il y a encore eu des lectures d'amis, il y a encore eu des choses. Et puis, il y a eu effectivement Jérémie et Isabelle, où il n'y a pas eu énormément d'interventions. Il y en a eu une très importante d'Isabelle. J'avais un dernier texte dont je savais qu'il était trop long. Mais Isabelle m'a dit dans ce texte, ce passage-là, ce serait une fin merveilleuse pour le livre. Et c'était à peu près au milieu du dernier texte. C'est le texte sur la broderie. Et je me suis dit, bon, est-ce que je coupe, je raccourcis? Et puis non, j'ai arrêté le livre exactement au moment où elle m'a dit que ce serait une très belle fin pour le livre, ce qui fait que j'ai donc sacrifié la moitié du dernier texte, c'était assez long, et c'est bien comme ça. Et je l'en remercie, je suis contente, je pense que c'est une meilleure fin pour le livre. Il y a eu aussi une autre chose qui était drôle, c'est que il y a eu la 4e de couverture, vous savez, il faut présenter le livre. Je ne sais pas si Anouk, c'est toi qui l'as écrite ou si tu l'as écrite avec Jérémie, ou je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi. Oui, un ping-pong. Voilà, c'est ça. Mais c'est plutôt la balle à Jérémie à la fin. Ah oui, non, mais moi, je ne tenais pas du tout à laisser la balle. Enfin, j'en ai fait 42 versions, c'était un drame affreux, etc. Et du coup, j'avais écrit dans une relative facilité l'ensemble du livre, et je crois qu'il n'y a aucune page qui m'a été plus difficile à écrire que la 4e de couverture. Et j'ai tellement cherché que j'ai fini par écrire un texte qui n'allait plus du tout comme 4e de couverture, mais que j'ai intégré dans le livre comme le dernier texte du livre qui s'appelle Dernière correction, qui ne pouvait pas du tout marcher comme 4e de couverture, mais je suis contente de l'avoir. Vos 2 livres sont quasiment irracontables. Si on veut les résumer avec c'est très difficile, c'est très difficile à raconter. Je suis d'accord. C'est très difficile parce qu'il y a tellement de choses, au final, c'est extrêmement dense que c'est très difficile de les résumer en quelques lignes. En tout cas, je trouve que c'est très difficile. J'aimerais qu'on fasse une petite photo de groupe avant que Anne prenne la parole et que vous nous lisiez un passage toutes les deux de vos livres respectifs. Voilà, préparez-vous pour la photo, ça se recoiffe. 3, et comment on fait une photo de groupe? C'est moi qui la prends, Michel, ne vous inquiétez pas. D'accord.
C'est bon, parfait. Merci. Anne, c'est à toi. C'est à qui? Alors, ma question est pour bonsoir, ma question est pour Anouk. J'ai été en fait dans votre livre, c'est vraiment ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est la galerie de personnages que vous rencontrez, les profs, les stagiaires, tous vos collègues de l'office le temps enfin de l'office des forêts, le temps d'un trimestre. Et on sent qu'ils sont pas tous ultra sympas, ultra motivés, qu'il y a des personnalités très différentes. Vous êtes plutôt, j'ai trouvé, assez bienveillante avec eux, malgré tous leurs défauts. Et je voulais savoir si vous leur aviez fait lire ce livre, parce que malgré tout, je crois que ce que vous arrivez quand même à défendre, c'est ce métier qui est pas facile. Donc, est-ce qu'ils ont lu ce livre? Est-ce qu'ils ont reconnu voilà, cet amour du métier que vous faites transparaître? Ou est-ce que finalement, vous vous êtes dit, je vais peut-être pas faire que des heureux et je vais en fâcher certains? Les deux, je l'ai proposé à la lecture en me disant que je n'allais pas faire que des heureux. Non, en fait, il vient de sortir là il y a un mois, quoi, l'été. Donc, j'ai conscience aussi que tout le monde ne se l'est pas procuré. Et dans le lot, il y a plein de personnes qui n'ont pas d'habitude de lecture non plus. Donc, je ne sais pas s'ils vont la prendre pour. Enfin, si voilà, s'ils vont s'emparer de ce livre ou pas. Lors de mon envoi des services presse, je l'ai envoyé à une partie de mes formateurs et collègues. Ça a été un long dilemme pour moi, parce que j'avais envie de l'envoyer à tout le monde, y compris à tous mes camarades stagiaires, tout ça. Bon, c'était pas possible non plus. Euh, donc, euh, donc voilà, je l'ai envoyé en partie à des anciens collègues et anciens formateurs. En respectant aussi ceux avec qui j'avais des affinités, ceux avec qui j'étais toujours en contact et pour qui ce serait pas étrange d'aller demander l'adresse en fait. Et donc ça, c'était un peu ma ligne conductrice. Dans le lot, j'ai eu quelques retours de lecture, dont un collègue de Bretagne euh, bon, il se trouve qu'il il était en train de passer à la et il m'a dit que je l'avais fait rire déjà. Donc ça, pour moi, c'était un grand soulagement parce que j'avais peur qu'il se vexe potentiellement. C'est celui dont je parle, notamment de l'étalement de la crème solaire sur un visage tout rouge. Bon, voilà, c'est des petites scènes qui sont anecdotiques et que je trouve rigolotes et pas complètement dévalorisantes. Mais bon, je connais pas les susceptibilités de tout le monde non plus. Euh, En tout cas, il m'a dit que je parlais bien de son métier. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment le meilleur compliment qu'on m'ait fait de mon livre. Et je n'ai pas encore les retours de tout le monde. Je ne sais pas si les autres l'ont lu. Parmi mes camarades de formation, j'ai pas pu leur envoyer à tous, donc je l'ai envoyé à aucun. Je leur ai annoncé qu'ils sortaient. J'avais fait une lecture où je les avais invités. Il y en a un qui a pu venir. Là, cette réunion visio, il y en a un qui a dû partir, là, mais qui était un de mes collègues de stagiaire, quoi. Donc voilà, j'essaye de les inclure parce que ça fait, en fait, c'est important pour moi de faire ce pont. Moi, j'ai la chance d'avoir un pied dans les deux et puis de dialoguer à la fois avec des gens du monde de la littérature et des gens du monde de la forêt. Ce qui n'empêche pas des sentiments d'imposture d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, bon, je me dis que j'ai peut-être une place là en tant que pont, quoi, avec une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. Et en faisant ce pont, bah, moi, ça m'a fait très plaisir là quand j'ai fait une lecture cet été qu'un de mes collègues est venu. Parce que il avait vécu en partie ce que je racontais, il avait vécu lui de son point de vue, mais ça lui parlait, et c'était aussi la première fois qu'il allait écouter une lecture en live. Et ben, moi, j'étais contente de ça. Dans le lot, il y a des lecteurs aussi, hein. J'ai un des collègues du Jura
qui est celui dont je parle dans mon livre d'ailleurs, parce que il m'avait troqué mon premier livre, Félix Sylvestris, contre un pot de miel. Je raconte dans le livre que je suis très contente de cette transaction. Eh bien, lui, il l'a lu, je lui avais envoyé aussi, il l'a lu tout de suite. C'est quelqu'un qui s'occupe de la bibliothèque de son village. Et, voilà, il m'en a fait un retour plutôt positif aussi. Donc, je ne vais pas du tout faire des généralisés sur les forestiers ne lisent pas, car c'est faux. Mais voilà, après, j'étais plus ou moins en intimité avec les uns et les autres, donc je ne sais pas, là, je ne sais pas qui l'a lu ou pas. Concernant les collègues de l'office, donc le premier stage, les stages en Île-de-France, ce sont des rapports plus compliqués. J'ai affaire à du racisme, à du machisme, voilà, des comportements avec lesquels je suis moins en affinité. Ces personnes-là, je suis pas restée en contact avec elles. Le stage fini, on ne s'est jamais réécrit, appelé, je les ai pas revus. Donc, je leur ai pas envoyé parce que pour le coup, c'était bizarre pour moi de les recontacter pour ça. Je l'ai envoyé à leur chef de service, qui était ma directrice de stage, que j'ai très peu vue, en me disant que si elle voulait leur faire passer, et pour le coup, avec elle, j'étais un peu plus en dialogue, c'était une femme aussi, et en me disant que si elle voulait leur faire lire, leur en parler, eh bien, elle ferait cette transmission-là. Donc voilà, c'est un peu au cas par cas, et puis surtout, la vie de ce livre ne fait que commencer. Donc j'aurai sans doute une réponse différente dans quelques mois. Mais voilà les pas que j'ai fait de mon côté, en tout cas. Alors, sautera davantage aux yeux que dans la vie de tous les jours, sur certaines phrases, sur certaines remarques. Ça peut être intéressant. Ça serait vraiment intéressant de savoir dans les mois à venir s'il y a peut-être un changement qui peut s'opérer aussi dans le quotidien de leur travail. Est-ce que vous... Oui, Anouk. Je n'ai pas vraiment cette ambition ou cet espoir-là. Sûr. Mais en tout cas, pour moi, un livre permet d'ouvrir des dialogues. Et donc, s'il y a ça qui se passe, voilà, moi, j'en serais contente. Quand tu as des changements, je pense que ça vient de beaucoup plus profond et de manière beaucoup plus quotidienne, peut-être, pour que ça ait lieu. Soyons optimistes. Jennifer ou Franck. Ce sera Jennifer. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une petite question. Une question pour Michel Cohen, dont j'ai lu le livre et que j'ai passé vraiment un super moment. Hein. Je me suis régalée, hein, honnêtement, du début à la fin, parce que c'est très émouvant, c'est en même temps très drôle, très triste aussi par moments. En fait, voilà, donc bon, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré. J'ai l'impression de lire plein de petites nouvelles et du coup, il y a beaucoup d'énergie voilà, dans ce bouquin. C'est vraiment top, honnêtement. Merci. Et il y a un passage qui m'a particulièrement amusée, émue et que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est celui de la plaque commémorative, en fait. Parce que vous dites quand même, honte à moi de m'être énervée contre un ancien déporté et d'avoir pensé qu'il y avait des cons à Auschwitz. Et alors là, j'ai trouvé ça, mais franchement, j'ai carrément éclaté de rire. Surtout quand... enfin bon, bref. Et tout ça pour dire que... ce que je trouve formidable quand même, c'est que vous avez toujours quand même réussi à garder énormément d'humilité parce que dans cet épisode-là, quand même, il vous traite d'antisémite, vous, donc c'est quand même un comble. Vous vous énervez, et bien vous arrivez à revenir un peu en arrière et à comprendre que finalement, vous aviez peut-être fait une erreur. Et je trouve que tout au long du livre, c'est ce qui ressort. Mais du coup, ma question est la suivante. Comment avez-vous fait toute votre vie pour réussir à comprendre que des fois, vous faisiez fausse route, en fait. Et surtout de l'assumer et de le dire. Voilà. C'est super gentil tout ce que vous dites et ça me touche énormément. Merci, merci beaucoup. Le terme d'humilité, timidité, d'une certaine façon, je crois que ça va pas mal pour ce travail. C'est vrai que je ne peux pas se vanter d'avoir été humble, mais je pense que, en effet, c'est un livre qui est assez humble et qui a de la timidité aussi et qui essaie d'y avoir de la vérité.
ce passage sur ces pages sur la plaque commémorative, je pense que c'est le clou du livre un peu, c'est le moment le plus central. Et c'est le moment qui pose le plus de questions précisément sur l'écriture. Pour qui on écrit, pourquoi, comment être le plus juste possible, comment arrêter les gens dans la rue par quelques mots, et puis comment dire ces choses indicibles, ces choses atroces qui se sont passées, comme ça en quelques mots, comment nommer l'innommable, comment, enfin, je pense qu'en effet, cette aventure qui m'est arrivée a été une expérience d'écriture très forte, très très forte. Et effectivement, j'ai un peu la trouille parce que je me dis comment. En vérité, je suis rentrée chez moi le soir en gueulant qu'il y avait aussi des cons à Auschwitz. Enfin, vous voyez, on ne peut pas dire des trucs comme ça se fait pas. Mais et puis après, on est devenus très amis avec ce monsieur et puis on a réparé la chose. Et puis c'est un moment pour moi de grande émotion et d'engagement. Et c'est en même temps la partie du livre où j'avais un petit peu peur. Je me disais, est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Je pense que vous avez bien fait. Oui. Parce que c'est vraiment un moment où il y a une émotion énorme, où on comprend tout et en même temps où on aurait pu être à votre place, et votre réaction à la fin est vraiment admirable. Et ce qui compte, c'est la fin de l'histoire, en fait. Voilà, à la fin, on y est arrivé, on a refait la plaque, on a fait, je veux dire, c'est bien, elle est là, hein, vous pouvez passer la voir, elle tient bon, les gens passent, les voitures, il y a pas la pollution ne fait rien, en fait, c'est une happy end, si je peux dire, pour un truc pareil, je veux dire, mais oui, c'est la mémoire, c'est vrai que c'est extraordinairement riche d'émotions et forcément de pensée. Et ensuite, ce sera... Je lis un premier passage. Alors, peut-être je vais lire le tout début, qui s'appelle Madame Jeunette. Peut-être avait-elle écrit, non pas votre, mais le, pour rendre la phrase plus impersonnelle, un peu moins agressive. Le style est d'une platitude gênante. Peut-être même avait-elle écrit, le style est d'une platitude tout de même gênante, comme pour dire qu'on aurait pu hésiter à la qualifier ainsi, qu'elle était juste gênante, tout de même, cette platitude. L'était-elle gênante d'ailleurs, ou un peu, voire un tout petit peu gênante? Le style est d'une platitude tout de même un peu gênante. Non, pas un peu. Je suis sûre du gênante qui claquait. Votre style est d'une platitude gênante, point. C'était là, bien lisible, écrit en rouge sur la première page de ma première dissertation en classe d'Hippocagne au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge. Et ce n'était pas écrit par n'importe qui, par Madame Jeunette, très bon professeur de lettres, proche de Roland Barthes et épouse de Gérard Jeunette, grand théoricien de la littérature. C'est le premier texte. Merci Michel. Anouk, c'est à vous. Alors, je vais lire un texte qui se situe plutôt vers le début aussi. Bon, les gars et les filles, pourquoi on coupe les arbres? Pourquoi, moi, Max-Antoine, je fais ce boulot? Parce qu'un arbre mort, c'est dangereux. Et pour faire de la place aux autres, ok? En gros, dans une parcelle, on commence avec 10 000 tiges à l'hectare, on finit avec 100. Ça s'appelle la sylviculture. Si j'ai bien compris, la plupart d'entre vous n'a jamais abattu d'arbre. C'est pas grave. Par contre, il va falloir y aller quand même. Vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Mais vous inquiétez pas, je vais vous apprendre étape par étape. Et surtout, toutes les règles de sécurité. Parce que bûcheron, c'est un putain de beau métier, mais c'est un des plus dangereux du monde. Et ça gagne pas. Ou en tout cas, pas assez. Moi, c'est pour ça que j'ai plusieurs activités. Il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Je vous fais un cours rapide sur les forêts. Les forêts, elles ont 3 objectifs. Ou plutôt, nous, on a 3 objectifs avec les forêts. La production de bois, la réserve de vie ou biodiversité, et puis les loisirs, rando, VTT, cueillette. Mais moi, je vais vous dire ce que c'est en vrai. Une forêt, c'est un champ de maïs. Ça vous choque, hein? Pourtant, c'est ça, un putain de champ de maïs. Sauf que la récolte de chêne, elle se fait au bout de 120 ans. 120 ans, sa mère. Je vais m'arrêter là pour
pour être à égal temps avec Michel. Merci. Anouk, justement, c'est vrai que tout au long du livre, et notamment au début, avec ce personnage-là haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire, ce fameux Max-Antoine, on a cette sorte de rire coupable. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a honte de rire. Moi, je riais, et en même temps, je me disais, mais non, je ne peux pas rire là. Mais en réalité, si. On est obligé de rire à certaines phrases, à certaines saillies. Ce personnage-là, il est évidemment réel. J'ai bien compris qu'il était réel, mais arriver à le croquer de manière aussi évidente, de manière aussi flagrante, c'est quand même une sacrée prouesse. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce Max-Antoine, concrètement? Comment arriver à le décrire de manière aussi évidente? Moi, j'ai entendu sa voix, j'ai entendu, même quand vous le lisez, j'entends sa voix, j'entends ses intonations, j'entends son accent, sa gouaille. On l'imagine parfaitement parce qu'on a sûrement tous connu à un moment donné un Max-Antoine. Je vous le souhaite. Il se présente lui-même comme un personnage. C'est un formateur. Je parle de lui à la troisième personne d'ailleurs. Oui, ça lui arrive. Et c'est un formateur dans son rôle de formateur très conscient de sa manière de s'exprimer. Et bon, bah, moi, à partir de là, je considère qu'il me tend une perche, quoi, quand il se présente comme un personnage et que je le vois faire le même discours à la première rentrée et puis à la seconde rentrée d'hiver, en utilisant quasiment les mêmes mots. Bon, je sais que lui aussi, lui, il performe son texte. Et bon, déjà, ça fait que je me suis sentie assez autorisée à le reproduire ensuite. Et en fait, c'est une technique pédagogique de sa part, de choquer les élèves. Il le dit, en fait, il est très conscient de ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il le dit à plein de moments. Bon, je dis ça, mais je fais le bourrin, alors qu'en vrai, je suis pas comme ça. Et en fait, cet aller-retour avec lui-même, bah, ça le rendait, ouais, ça le rendait complexe et ça en faisait un personnage intéressant. Et puis voilà, c'était mon formateur principal, donc je l'ai effectivement entendu parler de nombreuses fois, ce qui fait que j'avais sa voix vraiment très en tête, quoi. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et quand il m'arrivait de rabattre des arbres depuis, je l'entendais encore. Et bon, en cela, je pense que c'est un bon formateur en fait, parce que c'est vrai que ça marche. J'imagine. Notamment cette fameuse injonction que je ne dirai pas là, mais qui en effet marche parfaitement. Il y a souvent aussi cette interlude que vous faites avec le monde urbain, où vous avez inséré des chapitres sur le quai du RER avec ce fameux personnage, ce fil rouge du personnage du fou, que vous croisez aléatoirement chaque matin. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette faculté à insérer des chapitres qui parfois aèrent, nous sortent de la forêt aussi. C'était cette volonté-là, c'était cette volonté d'avoir des points d'ancrage aussi dans le récit. Oui, bah, à partir du moment où j'ai pris conscience que j'écrivais un autodocumentaire, en tout cas un journal à portée documentaire, il était important pour moi qu'on sache d'où je parle. Et ce d'où peut se caractériser de plein de manières, mais en tant qu'écrivaine, j'en parle aussi, mais en tant que personne qui vit en ville et qui part tous les jours en forêt. Et donc, disons, d'un point de vue éthique et de compréhension pour le lecteur ou la lectrice, je considère que c'est important qu'il y ait ces informations-là. Et d'un point de vue plus romanesque, oui, en effet, ça apporte des respirations. Bon, c'est étonnant, parce qu'en fait, c'est plutôt en ville qu'on respire, là, dans mon livre, dans l'appartement plutôt, ou dans le RER, plutôt que dans la forêt. Mais parce que ça correspondait aussi pour moi à mes moments de calme, en fait. Ce sont simplement les temps de transport, ce sont les temps d'introspection, de contemplation, versus le vif du sujet quand je suis en forêt. Et donc, oui, puis ça permettait aussi une sociologie enfin, ces petits encarts comme ça. Déjà, enfin, moi, quand je me suis inscrite à cette formation, j'étais étonnée de pouvoir le faire en habitant à Paris, de ne pas avoir à déménager et d'aller me former au bûcheronnage. C'était en Seine-et-Marne et c'était possible de le faire en transport en commun.
Et j'aime bien montrer que ce possible existe. Et que dans notre choix de vie, on n'est pas forcément obligé de tomber tout le temps dans des extrêmes, dans des claquements de porte. Voilà, si on a envie. Bon, ça demande voilà, de la patience avec les transports en commun, tout ça, mais si on a envie, on peut aller en forêt en Île-de-France. C'est assez facile. Et voilà, pour moi, c'était important aussi de faire ces allers-retours-là. Et, et par rapport aussi au premier, à la fois sur les chantiers qu'on fait pendant la formation et le premier stage que je raconte en Île-de-France, on fait beaucoup de chantiers dans des châteaux, dans les parcs des châteaux. Et le stage en Île-de-France, en fait, je suis avec des personnes qui sont pas des ruraux, comme on les appelle. Ce sont des personnes qui habitent dans la périurbanité, voilà, qui ont des habitudes d'urbain tout en vivant quand même très proche de la forêt, et ça en fait des êtres complexes, bon, un peu débousselés et débousselants aussi, j'ai l'impression. Euh, mais en tout cas, cette géographie permet de montrer ces vies-là qui sont un peu entre les deux. Très provocatrice dans votre livre, qui est la suivante: et si l'écrivain était celui qui ne sait pas écrire? Elle est extrêmement intéressante, cette phrase, parce que, de manière contradictoire, vous prenez quand même appui sur des grands écrivains dans le livre, qu'il s'agisse de Kafka, qu'il s'agisse de Lydia Davis, dont j'aimerais que vous nous parliez parce qu'elle a une place apparemment très chère dans votre cœur. On parle de Lévinas, on parle de Spinoza, il y a quand même de très grandes références. Est-ce que finalement, toutes ces références ne savent pas écrire? Ah non, bien sûr, ils savent tous très bien écrire, oui, ça c'est sûr. Non, oui, bien sûr, parce qu'ils écrivent très bien, et Spinoza et tous ces gens écrivent très bien, et Lydia Davis écrit très bien. Quand je dis l'écrivain, c'est celui qui ne sait pas écrire, c'est au moment où il arrive devant sa page blanche. Le publicitaire, il sait très bien ce qu'il a raconté. Il sait même l'effet qu'il veut produire à l'avance. Et c'est à l'avance qu'il veut écrire. L'écrivain, il ne sait peut-être pas à l'avance ce qu'il veut écrire. Il écrit en écrivant, il forge en forgeant, et je sais pas, il bûcheronne en bûcheronnant. Enfin, il invente son propos en même temps qu'il le fait. C'est ça ce que je veux dire. Et d'autre part, je veux dire aussi que dans ce passage-là, je veux dire que la virtuosité n'a rien à voir avec le fait d'écrire des choses profondes, belles, ou oui, c'est plutôt oui, oui. D'être dans un bel endroit ni devant un beau paysage. Ce qui compte surtout, c'est l'intimité, la présence à soi-même. Cela pourrait avoir lieu aussi bien dans une prison. Il n'est pas nécessaire de savoir ce que l'on va écrire. Oui, la seule chose, c'est qu'il faut s'asseoir. C'est que la seule condition de l'écriture, c'est de s'asseoir. Et donc, ce qui compte, c'est comment on a ses pieds, comment on a comment on a les fesses bien posées sur la chaise et tout ça, et comment on est bien coincé devant l'ordinateur. Et puis voilà, c'est ça la condition de l'écriture. Maintenant, oui, la phrase, elle est bien, la phrase. Et si l'écrivain, c'est celui qui ne sait pas écrire, et vraiment, il y a beaucoup de gens qui savent quoi écrire, qui le savent à l'avance. Et moi, ce que j'aime, c'est ceux qui inventent au fur et à mesure ce qu'ils font, qui ne savent pas, qui cherchent, c'est ça. L'impression que le lecteur écrit le livre avec vous, parce que vous corrigez. Oui, je corrige. Au fur et à mesure, je corrige. Oui. Vous vous interrogez, vous doutez beaucoup en réalité. Vous êtes parfois sûr de vos forces, mais c'est très, très rare. Oui, est-ce que vous voulez finalement embarquer votre lecteur par crainte peut-être d'être seul dans l'écriture? Est-ce que c'est cela en réalité? Est-ce que pour un premier roman, vous aviez une envie particulière de partager ça totalement avec votre lecteur, d'être dans la tête de l'écrivain? De partager, certainement, mais vous savez, en même temps, je m'amuse beaucoup. Je veux dire, je crois pas être dans la peur ou dans l'angoisse, ou je joue. Il y a beaucoup de jeux. Et c'est en ça que, par exemple, un écrivain, de façon très, très
différentes et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Un écrivain comme Pérec m'apporte beaucoup. Je joue, c'est assez jubilatoire, c'est assez. Je vis pas dans la peur. Mais d'entraîner l'autre dans mon ironie, dans mon jeu, ça me plaît, oui. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à fond à votre question, je ne suis pas sûre. Oui, je sais pas. De la mise en page, de la forme, parce qu'il y a différents types de textes dans votre ouvrage, et notamment, vous arrivez à mettre en scène des bruits, Ah oui. notamment cette très belle goutte de la grotte de Bédéiac, les chants des oiseaux, vous arrivez parfaitement. Alors, c'est en effet, c'est long à lire en même temps, mais quand on fait l'exercice concrètement, on y trouve un certain plaisir. Ça, c'est plutôt formidable parce que ça veut dire que vous avez réussi à retranscrire un son à l'écrit. Et ça, je trouve, en tout cas, ça me paraît Ils sont entièrement véridiques, hein, ces sons, en vous pouvez plus. vérifier. J'ai les bandes sonores et si j'écris plic ploc, c'est bien plic ploc qui a été dit. Et là aussi, c'est un jeu, mais c'est aussi pour donner de l'air au livre. C'est-à-dire que c'est très important les endroits où j'ai mis ces moments-là. Il y a tout un très très long texte sur la radio, par exemple, et de façon extrêmement naturelle, tout d'un coup, je me dis non, là, il faut du bruit. Et donc, j'ai mis j'ai mis une page de plic-ploc. Et puis après, il y a un autre endroit où, toujours pour la radio, j'ai retranscrit la parole de femmes qui se parlent entre elles. Ce sont mes tantes. Et j'ai fait une émission de radio sur ma famille. Et il y a mes tantes qui parlaient avec leur accent, en s'interrompant, en pleurant, en chantant, etc. J'ai retranscrit tout ça. Et après, de façon très naturelle, j'avais des oiseaux. J'avais une conversation d'oiseaux. Et c'était vraiment. Et j'ai mis en face de ces dialogues de mes tantes, juste en face, il y a la conversation des oiseaux. Et je fais hi, 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 hou, hou, hou. Et ça va très bien avec, vous voyez ce que je veux dire, ça marche. Et donc, c'est à la fois du jeu, puis c'est du plaisir. C'est du plaisir à faire ça. Et puis, je pense que ça donne du chant, ça donne de la respiration au livre. Et puis, c'est un peu comme des poèmes sonores. J'espérais pas que vous liriez en entier les plic-ploc, mais si vous avez lu, merci beaucoup, c'est très bien. Oui. Anouk, page 80, vous dites, narrateur, narratrice dit, ici, on subit une très forte pression du public. Les pires, c'est les gens qui veulent pas qu'on touche à un arbre, mais qui s'achètent des meubles en bois chez Ikea. On a beau faire de la pédagogie contre la connerie, on peut rien. C'est aussi un livre qui est engagé sur ces fameuses contradictions ici ou là. Et alors, après, vous faites aussi amende honorable sur la question de la bourse, d'écrivain aussi, avec un chapitre absolument fabuleux sur cette contradiction personnelle, on peut dire ça ainsi, mais je trouve que c'est un livre qui est véritablement très, pas du tout manichéen et qui arrive à sortir des choses qu'on ne voit jamais. Et ça, c'est la force de vos deux livres, c'est que vos deux livres, ils sont totalement singuliers, et c'est la force des éditions du Penseur à chaque fois, mais là, encore plus, je trouve que vos deux livres, alors Michel n'est pas dans la rentrée littéraire, mais peu importe, pour moi, elle est dans la rentrée littéraire parce qu'on la reçoit ce soir, mais je trouve que c'est véritablement deux expériences de lecture. Et j'encourage vraiment tous ceux qui ne l'ont pas lu à lire ce genre de livre, qui n'est pas en effet dans les 10 meilleurs romans de la FNAC et des 10 meilleures ventes de la FNAC, mais justement, c'est pour ça qu'ils sont de qualité. Donc vraiment, je trouve que j'aimerais que vous nous parliez de ça, Anouk, de cette dualité en réalité. On sent que vous êtes une autrice à double tête, et ça, j'adore ça en tout cas, j'adore ça. Oui, bah, le passage cité, on est au cœur du problème. Et moi, c'est ce qui a motivé aussi mon désir d'enquête et de travail. Et pour moi, les parties de chasse que je raconte vont dans le même sens. Oui, ça pointe nos paradoxes contemporains de consommation d'objets ou de consommation de nourriture, avec un refus
de voir d'où c'est issu. Et c'est issu d'une mise à mort, d'un arbre ou d'un animal. Et pour moi, enfin, vraiment, ça nous rend fous, quoi, cette, euh, cet aveuglement. Le fait de cacher ces zones de production. Et c'est ce que j'aime aussi dans le livre de Michel, le fait de voir le moment de production. C'est ce que j'avais aimé dans le livre de Joseph Pontus aussi, de voir, de voir comment ça se passe dans l'usine, ce qui fait qu'on se retrouve avec tel produit dans les mains. Et encore, c'est une toute petite partie de la chaîne. Et moi, dans le bûcheronnage, enfin, c'est aussi une petite partie de la filière. Euh, mais bon, ça, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur en tant qu'humaine, dans ma volonté de mieux comprendre d'où viennent les choses, parce que j'ai l'impression qu'une partie de notre malaise généralisé contemporain vient de là, de ce manque de compréhension, d'être incapable de retracer le parcours de l'eau qui vient d'un notre robinet. Ça fait partie des sujets que j'aurais aimé étudier, que j'aimerais étudier un jour. Ça, pour moi, c'est un gros problème. Et voilà, donc je suis contente que ce passage-là soit sorti parce que c'est au cœur de mon interrogation. Et puis oui, bah, en tant qu'écrivaine, je raconte, on ne fait pas comme Michel la partie écriture, mais la partie financement du temps d'écriture. Et oui, j'ai effectivement obtenu une bourse pour écrire ce livre, enfin, qui était à l'état vraiment de vagues projets documentaires sur les forêts. Et ce qui a été pour moi un sujet de débat interne, de débat avec des proches qui sont écrivains aussi, qui font d'autres choix éthiques, ou de débat avec des écrivains que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas et qui font des choix éthiques encore beaucoup plus contestables. En tout cas, ça fait partie de notre du côté production de l'écriture. Et je tenais à le raconter parce que comme je parle de la production de bois, en fait, écrire ce livre, c'est aussi du temps d'écriture, c'est un budget de temps en fait. Le fait de pouvoir aller faire des stages à droite à gauche, de me payer une location à chaque fois, parfois une location de voiture, j'aurais pas pu le faire sans cette bourse d'écriture. Et bon, j'en ai parlé aussi parce que tout comme le RER, en fait, j'aimais pouvoir montrer que les choses peuvent circuler, que les clivages ne sont pas figés et qu'une bourse d'écriture peut servir in fine à s'acheter une tronçonneuse. C'est ce qui ce qui me fait le cas. Et, euh, et moi j'aime. Je sais pas s'ils ont regardé mon budget à la fin, je l'ai bien mise, mais je suis même pas sûre qu'ils soient tellement courants, mais ça a été validé. En tout cas, voilà, j'aime à la fois, oui, travailler ces paradoxes et montrer les fluidités possibles. Et sur le côté engagé, je reviens sur votre livre, Michel, sur l'orthographe. Il y a un passage génial où le titre s'appelle Les oiseaux chantent, Chantes. Et il y a un passage plutôt bien senti. Est-ce que pour autant, on n'a pas le droit d'accéder à tous les métiers? Est-ce qu'on ne peut pas être brillant tout en écrivant Les oiseaux chantent, Chantes, sans compter qu'il y a de moins en moins d'oiseaux pour chanter? Qu'est-ce que cette société élitiste, cette aristocratie d'hommes blancs cultivés qui laisse à la marge les acculturés, les handicapés, les pauvres, les sourds, les gros, les femmes, les vulgaires, les immigrés, les banlieusards, les idiots, les cancres, ceux qui n'ont pas capté la règle des participes ou qui s'en foutent? Est-ce que ça ne finit pas par faire une grande majorité, tout ça? Démocratisation, donc. Je défends pas ce point de vue, hein. C'est pas mon point de vue, c'est le point de vue des jeunes gens qui travaillent dans cette agence de publicité et oui, mais en même temps ils se défendent bien. Il y en a qui sont vraiment très brillants et c'est vrai qu'après tout, pourquoi pas. Je suis pas sûre d'en être de pouvoir enfourcher ce cheval-là. Mais ça m'intéressait qu'on puisse penser ça. J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé ça jusqu'à maintenant, qu'on pouvait que l'orthographe était un marqueur social, tout simplement. Et voilà, c'est vrai, ça se pense, ça se discute, oui. On voulait toujours d'être mort
d'être mort avant Il de est lui mort avoir sans avoir rendu mon livre. C'était un cassé. livre de Michel Serres dédicacé. C'est quand même pas juste, oui. Mais Alain Trutat, c'était c'était mon patron à France Culture et c'était un homme extraordinairement cultivé qui avait été très proche de Paul Éluard, qui avait commencé avec Schaeffer, enfin, vraiment, qui était ami de tous les écrivains, ami des musiciens, ami des peintres. Et j'étais petite dactylo chez lui. Et il m'a appris, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. On l'appelait le mandarin. C'était vraiment un homme de grande culture et aussi extraordinairement rusé et talentueux. Et qui a fait gagner de l'argent à des gens comme Pérec ou à des gens comme, vous voyez, qui a aidé des écrivains. Enfin, euh, une merveille d'homme. J'ai eu beaucoup de chance de le côtoyer, tout simplement. Et il m'a appris à disposer les lettres, à écrire. Il m'a appris à écrire à la fin des lettres. Je vous prie de croire, monsieur, à mes meilleurs sentiments. Vous voyez, j'écris encore les lettres comme il m'a appris à le faire. Et puis j'utilise des mots, je le dis dans le texte, il utilisait des mots. Je tapais pour lui les lettres aux auteurs qui avaient envoyé des manuscrits. Mais je faisais que taper, j'étais incapable d'écrire une lettre à un auteur. Et il utilisait des mots qui me sont encore assez précieux. Comme ça, il disait aux auteurs, il faudrait écheniller, écheniller. Écheniller, ça veut dire alléger, vous voyez, raccourcir à droite à gauche et tout ça. Et d'autres mots comme ça. Enfin, et c'est lui qui a créé l'atelier de création radiophonique, qui a été ce très haut lieu, la radio comme un des beaux-arts. Et ça n'existe plus du tout. Et c'était très, très intéressant. Son bureau qui était une espèce de capharnaüm, plein de bandes magnétiques, plein de livres, de manuscrits, un désordre immense. C'était un haut lieu de culture. Partie de ces moments émouvants aussi dont parlait Jennifer tout à l'heure. Anouk, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un dernier extrait? Et ensuite, ce sera au tour de Michel. Et je finirai cette rencontre avec un passage sur le silence, Michel, puisque, Oui. comme vous le dites, le silence, toute interview devait nécessairement comporter à la fin quelques minutes de silence. Alors, je lirai ce passage pour finir cette rencontre. C'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Eh bien oui, je vais lire un passage qui se passe en Bretagne, mais assez loin des représentations de Brocéliande, comme on pourrait se les imaginer. Donc c'est le texte qui s'appelle Croissant fou. Début du travail en forêt domaniale, les collègues sont rentrés de vacances, je rejoins le parking sans me tromper de route, un quart d'heure d'avance, quelques étirements, pas chaud ce matin. Le camion blanc arrive, c'est Thierry qui descend, un petit gars à lunettes, l'air sérieux gentil. Je grimpe au milieu, c'est Lucien au volant, l'air marrant. Mission du jour, dégager les semis naturels de chêne dans la parcelle 26 au croissant fou, autrement dit croissant mécanique, autrement dit débroussailleuse à disque, dans la fougère aigle de 2 mètres. La parcelle 26 est presque une clairière, futaie régulière à son dernier stade de développement. On a gardé quelques vieux chênes dont on attend beaucoup de glands avant la coupe définitive. Et là où il n'y a pas de régénération naturelle, on plantera des Douglas tous les 3 mètres. Si j'ai bien compris l'explication de Thierry. Lucien fume sa clope. Doucement, c'est mercredi. Thierry sort les machines, fait le plein, affûte les disques. Le croissant fou, tu sais faire? L'idée, c'est de couper la fougère à mi-hauteur, tu passes juste comme ça, tac. Avant, on faisait avec des bâtons, mais on était 7 ou 8 et ça durait 10 jours. Là, on est 3, mais on va plus vite. Tiens, donc tu te mettras à droite à partir du chêne, là. Tu passes et si tu vois qu'il n'y a rien, tu laisses. Par contre, si tu vois des semis, il faut bien faire attention. Tu passes tranquillement autour, tac, tac. Joie de mi-mètre. La fougère se coupe sans le moindre effort. Dans mon élan, je casse une tête de chêne puis une autre, 3 mètres plus loin. Calmos. Le soleil se met à taper sur les vestes et sur le casque. Premier jour de juin, heure de la pause. Je comprends rien à ce que dit Lucien, il parle à sa manière, sympathique et mâché.
Thierry suce un citron vert coupé en 4. Il me montre une vidéo de leur ancienne collègue, une petite jeune qui l'amenait à la pêche sur son canoë, et une autre collègue qui était avec eux aussi cet hiver, une bonne équipe. Maintenant, ils ne sont plus que tous les deux, les anciens. Avant, on était jeunes et beaux, maintenant on est juste beaux, répète Thierry en pré-retraite, avec 2 jours de repos en plus par semaine. Et Lulu qui se retrouve tout seul, c'est même pas légal, mais on fait avec. Jacques, le technicien, nous rejoint, proche de la retraite lui aussi. On fait le tour pour repérer les zones à dégager. Les cloisonnements auraient dû être entretenus, mais comme d'hab, manque de temps, manque de budget. On repère à peine les passages. Seules les cloches roses des digitales nous signalent les trouées. À midi, le déjeuner est frugal, la sieste copieuse. Thierry dans la cabine avant et Lulu à l'arrière. Moi, j'ai le coussin de l'ancienne collègue, m'allonge au bord du chemin, mi-ombre, mi-soleil, le regard dans les branches, m'assoupis sans m'en rendre compte. Merci Anouk. Et Michel, si vous le souhaitez, vous pouvez lire ce passage sur le silence pour terminer. Vous choisissez. Si vous Je le peux souhaitez, lire une partie de ce texte, mais le début, mais si vous voulez, attendez. c'est page 84. Voilà. Le silence était toute une affaire. Je parle de radio. Hein. C'est ça, le silence était toute une affaire? C'est Le cela. silence était toute une affaire. Toute interview devait nécessairement comporter, à la fin, quelques minutes du silence du lieu où elle avait été faite. Car le silence de tel bistrot n'a rien à voir avec celui de tel appartement, et encore moins avec celui de telle prairie, ni avec celui des espaces infinis. Et si nous ne disposions pas de quelques minutes de ce silence-là, il fallait aller le chercher entre les mots, entre les phrases, entre les bruits, et monter bout à bout des secondes de silence pour en reconstituer un qui soit utilisable. Si vous voulez, je continue un petit peu. Ça nous suffit comme ça. Soit c'est pas exactement. Attendez. Non, je vais vous lire la toute fin de ce texte-là que j'aime bien. Ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, Celui ploc. qui annonce plic-ploc. Attendez, j'arrive. L'ingénieur du son faisait cela au feeling, comme on dit, avec la virtuosité d'un pianiste jouant du Liszt, ou plutôt du jazz, les doigts écartés qui bougeaient sans arrêt sur les touches, fébriles. Et il bondissait sur le clavier, corrigeant au fur et à mesure, écoutant, dominant souvent, mais parfois se laissant dépasser. Et c'est alors que survenaient des bonheurs inattendus. Elle était belle, cette danse de l'ingénieur du son devant sa console de mixage, rendue aujourd'hui inutile par les machines multipistes où tout est programmé à l'avance, ce qui rend l'erreur impossible, mais l'envolée, le coup de génie aussi. On écoutait le son très fort, on était hors du monde. On avait l'oreille si fine que l'on recommençait tout pour un souffle, un défaut intime, infime, inaudible pour quiconque d'autre que nous. C'était exaltant à voir, à entendre. Cela vous absorbait pendant des jours et des nuits. On savait quand le mixage s'envolait qu'il était beau. On en avait le cœur gonflé de joie. Cela pouvait aller jusqu'à vous donner envie d'avoir un enfant avec l'ingénieur du son. Et en effet, j'ai eu un enfant avec l'ingénieur du son. Je n'ai pas osé vous la poser, mais en effet, ça sonnait vrai. Ça sonnait vrai. C'est vrai, tout est vrai. Merci infiniment à toutes les deux, Michel et Anouk. Je suis vraiment ravi d'avoir découvert la plume de Michel et de redécouvrir Anouk. On vous souhaite le meilleur pour vos 2 livres et lisez-les vraiment parce que c'est quelque chose, c'est des expériences très particulières, très singulières, mais non moins talentueuses. Et voilà, continuez à lire, continuez à découvrir ce type d'ouvrage parce que c'est véritablement des petites pépites et on est véritablement ravis de vous avoir reçus ce soir toutes les deux. Et on embrasse Jérémy qui n'a pas pu se connecter, il m'a envoyé un petit message tout à l'heure, il n'a pas pu se connecter. Au revoir tout le monde. On l'embrasse. Merci beaucoup Anthony et toute l'équipe de Ville. Merci à tout le monde et merci Anthony, vraiment c'était agréable. Merci. Merci. À bientôt Michel. Ciao Anouk et bravo. À toi aussi.